C'était une ville tranquille en Autriche, des rues soignées et des maisons calmes. Le genre d'endroit où rien de vraiment mauvais n'est censé se passer, et pourtant, sous une de ces maisons, le mal avait fait d'une maison un secret enfoui si profondément, il a fallu 24 ans et une fille mourante pour le faire remonter à la surface. Et en 2008, le monde a appris le nom de Josef Fritzl, un nom désormais synonyme d'horreur, un homme dont les crimes n'ont pas seulement choqué l'Autriche, mais le monde entier est un père, un mari, un homme qui depuis plus de 2 décennies emprisonnait sa propre fille dans une cave cachée sous leur maison. Et ce qui s'est passé là bat à défi les sectes du complot du crime de croyance, tueur en série et meurtre, toutes les choses que j'aime consommer, et je sais que tu le fais aussi. Tu es tordu, monstre intellectuel beau d'esprit. Aujourd'hui, j'ai mon associé, Rupert, King Rupert. Oh wow! Quel bon copain détective. Détective Rupert sur l'affaire. Il est sur l'affaire. Il est assis en arrière-plan. Je ne sais pas si vous voulez ça pour les futures vidéos. Il aime sortir avec moi quand je filme. Alors je pense que je vais l'avoir en arrière-plan un peu plus souvent. Je lui ai même un piédestal pour ça. Alors j'espère que tu sais, ouais. Comme tu es important pour moi de toute façon, aujourd'hui, nous entrons dans une affaire très infâme et aussi un cas très grave qui implique de nombreux déclencheurs. Donc, si vous voulez sauter celui-ci, n'hésitez pas, mais sans plus attendre, débouclons nos ceintures de sécurité. Allons simuler 5 sur l'autoroute, claquer sur les freins et éclater à travers ce pare-brise dans cet étui infâme ensemble. Alors Josef, putain de Fritzl, désolé, décholé. Il n'a pas de prénom. Je ne sais pas quel est son prénom, mais je vais juste supposer que c'est. Est né le 9 avril 1935 dans une petite ville d'Amstetten, Autriche, et il était le seul enfant de Josef Senior et Maria Fritzl. Et son père était alcoolique, qui avait en fait abandonné la famille. Quand Josef n'avait que 4 ans, et plus tard, il mourait pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela a laissé Josef être élevé par sa mère Maria, qui était très stricte jusqu'à la brutalité, et selon les récits ultérieurs de Josef, sa mère le battait fréquemment, en plus de l'insulter. L'appelant un Satan, un criminel. Non, Jesus passe. Je ne dis pas que ça va aux enfants, mais elle a un peu lu le livre et elle l'a bien lu, parce que ce mec est le roi de la merde. Mais il grandirait à l'ère du régime nazi en Autriche, une époque de discipline très dure et de valeurs autoritaires. Et quelque chose qu'il désignerait plus tard comme une influence sur sa propre vision de la vie. Mais en tant que garçon, Josef avait soif d'affection, mais reçu très peu. Il a dit qu'il n'avait jamais eu un baiser ou un câlin de sa maman. Ce qui est triste comme un enfant, mais encore, je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point cette personne est terrible. Donc je m'en fiche vraiment donc à la place. Il apprendrait le pouvoir et la peur très tôt dans la vie. Vivre sous la coupe d'un parent dominateur. Donc cette sombre et sombre enfance, juste en quelque sorte préparer le terrain pour le chemin sombre qu'il finirait par emprunter, et que ce soit la nature ou l'éducation, je ne suis pas sûr que je suis sûr que ça a un peu à voir avec ça. Mais j'ai vraiment l'impression que des gens comme ça sont nés de cette façon, tu sais, et puis être nourris dans, au sommet de ce qu'il pourrait devenir de la pire des manières. Mais de toute façon, dans son adolescence, Josef Fritzl a été décrit comme intelligent, mais aussi étrange et solitaire, parce qu'il arrivait à maturité dans une société déchirée par la guerre. Et même s'il n'était pas nécessairement un soldat, il a été témoin des conséquences du conflit et de l'ordre social à la maison. Les abus de sa mère continueraient, et Josef réfléchira plus tard qu'il finissait souvent par
citation non citée, couché dans une mare de sang après les coups de sa mère, ce qui est horrible, et aucun enfant ne devrait jamais endurer ça. Mais malgré la cruauté, il a d'abord prétendu vénérer sa mère, l'appelant la meilleure femme du monde. Seulement plus tard, pour admettre à quel point il avait été terrifié et blessé par elle. Mais ses premières expériences ont appris à Joseph le pouvoir de la domination et contrôler les leçons qu'il tordrait de manière horrible. Dans sa vie d'adulte, comme nous le saurons, donc après avoir terminé la scolarité obligatoire, Fritzl a poursuivi des études techniques supérieures extérieurement. Il semblait devenir un normal, être humain productif dans la société, mais il y avait déjà des indices de comportements dérangeants sous la surface. Joseph était donc assez brillant pour fréquenter un collège technique où il a obtenu sa qualification en génie électrique. Donc, au début de la vingtaine, il avait un solide cheminement de carrière et il décrocherait un emploi dans une entreprise sidérurgique, et c'était Voestalpine-Allins. Et plus tard, travaillerait dans une entreprise de matériaux de construction dans la ville natale d'Amsterdam. Donc, avec ses connaissances en ingénierie, il est devenu très habile en mécanique et en électricité, compétences qu'il utiliserait un jour pour construire une installation secrète pour ses crimes. Donc en 1956, à l'âge de 20 et 1 an, Joseph a épousé une jeune femme nommée Rosa Marie. Et Rosemary n'avait que 17 ans à l'époque, juste des moments différents, mais pour avoir cette femme, il avait réussi à se présenter comme un homme normal prêt à s'installer, et c'est à cette époque que la mère de Joseph a emménagé avec les jeunes mariés, comme c'est romantique, et dans un renversement inquiétant de son enfance. Il aurait commencé à affirmer son contrôle sur sa mère, et il a dit que finalement, il a enfermé sa propre mère dans le grenier de leur maison et a maçonné sa fenêtre, et il dirait à ses voisins qu'elle est morte, quand en fait, il l'a juste gardée emprisonnée jusqu'à sa mort réelle, en 1980. Alors la mère de Foutu commençait. Inutile de dire qu'il se vengeait. Mais le fait que Joseph Fritzl ait secrètement retenu sa mère captive, pour peu, être jusqu'à 20 ans, était une étrange préfiguration des horreurs à venir. Ainsi, au milieu des années 1950, Joseph Fritzl était extérieurement un ingénieur de formation, mari et bientôt père. Mais en lui une obsession dangereuse pour le pouvoir, et le confinement prenait déjà racine. Alors, Joseph épouserait Rosemary en 1956 et elle était très calme et très confiante envers Joseph. Et nous aimerions penser qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait avec son nouveau mari, mais nous ne le savons pas encore. Alors il s'installerait en s'abstenant chez Yipstro 40, la maison même qui deviendrait plus tard tristement célèbre dans le monde entier. Donc Rosemary était une femme au foyer, dévouée à sa famille, selon de nombreux témoignages. Elle était douce et respectueuse. Donc littéralement rien comme la mère de ce gars, mais Joseph d'un autre côté, dirigeait la maison d'une main de fer comme sa mère Appletree. Et il ne tolérait aucune dissidence de sa femme ou de ses enfants. Et la sœur de Rosemary, Christine, décrit plus tard Joseph comme un tyran à la maison. Et même lors des réunions de famille, Christine a rappelé la citation, sans citation, « Si j'avais moi-même peur de lui lors d'une fête de famille, alors vous pouvez imaginer comment ça a dû être pour Rosemary, qui vivait sous son toit. » Évidemment, ce gars attendait juste, pour l'opportunité de simplement dominer sur quelqu'un d'autre, après avoir été dominé toute son enfance par sa mère. Mais Rosemary ferait de son mieux pour garder la famille ensemble et apaiser son mari dominateur. Ignorait complètement les plans vraiment horribles qu'il concoctait. Donc, au fil des ans, Rosemary et Joseph Fritzl ont eu 7 enfants.
3 fils et 4 filles. Et l'une de ces filles était Élisabeth, qui est née le 6 avril 1966. Et la maison Fritzl de l'extérieur semblait assez ordinaire, mais évidemment stricte. Et les voisins se souviendront plus tard de Joseph comme autoritaire, mais autrement banal. Un homme qui aimait l'ordre mais gardait sa famille en ligne. À l'intérieur de la maison cependant, il y avait des signes clairs d'abus. Et une connaissance a rappelé plus tard qu'Élisabeth était, citation, sans citation, très renfermée et timide, et que son père lui donnerait une citation, une gifle pour chaque petite chose qu'il désapprouvait. Et le propre fils aîné de Joseph a vécu cela aussi. Et des années plus tard, l'un des frères d'Élisabeth a témoigné que leur père battrait. En tant qu'enfant, la peur pèserait juste sur cette famille. Et les femmes et les enfants de Joseph ont appris à ne jamais l'interroger. Sa parole était la loi. Donc, sous ce climat, Joseph était capable de faire des choses terribles sous les pieds de sa famille. Le modèle de violence sexuelle de Joseph Fritzl n'a pas commencé avec Élisabeth, mais il semblait avoir commencé beaucoup plus tôt, donc en 1967, à 32 ans, il est entré par effraction dans la maison d'une infirmière de 24 ans et l'a violée à la pointe du couteau, et il menacerait aussi de tuer la jeune femme si elle criait. Et Fritzl serait en fait arrêté et condamné pour ce crime, purgeant seulement 12 mois d'une peine de 18 mois de prison. Mais étonnamment, cette violence, l'infraction sexuelle était relativement silencieuse en vertu de la loi autrichienne, et il a en fait été complètement effacé de son dossier après 15 ans, ce qui est putain de fou. C'est que ce n'est pas fou, Rupert. Il dort. Je viens de le réveiller. C'était impoli. Joseph a également été accusé d'une tentative de viol sur une autre femme et était juste connu pour une exposition indécente à cette époque. Le gars était le gars effrayant, avec la veste qui s'est ouverte. Il ne portait juste rien en dessous. Ces crimes précoces montrent juste un dangereux prédateur derrière le masque d'un père de famille. Et Rosemary savait que son mari était en prison à la fin des années 1960, mais on ne sait pas si elle savait vraiment pourquoi. Pour qu'elle reste avec eux, éventuellement, croyant juste les excuses ou les rationalisations qu'il lui a données. Mais dans les années 1970, Joseph était revenu à la vie de famille et à l'extérieur respectivement, mais rien n'avait changé sur ses désirs violents. En fait, il se tournait maintenant vers la pire cible possible, et c'était sa propre fille, Élisabeth. Alors Fritzl a commencé ça, Élisabeth, alors qu'elle n'avait que 11 ans en 1977, et il la distinguerait de ses autres enfants. Pour un traitement particulièrement sévère, et comme elle a atteint l'adolescence, l'abus vient de dégénérer en... Alors Élisabeth vient de grandir dans la peur de son père, endurant des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais souffrir, sans parler de leur propre père. Alors elle est devenue calme et craintive, et a juste essayé de l'éviter autant qu'elle le pouvait. Maintenant, à l'âge de 16 ans, Élisabeth a tenté de s'enfuir de chez elle, 2 fois pour échapper aux abus de son père, et dans un cas en janvier 1983, en fait, elle s'est enfuie à Vienne et s'est cachée avec un ami. Seulement pour être trouvée par la police et rentrer chez lui, mais à chaque fois être renvoyée sous la garde de son père. J'ai dû me sentir comme une condamnation à mort pour Élisabeth, parce qu'à ce stade, elle n'avait aucun moyen de vraiment s'éloigner de ce putain de monstre. Du moins pas encore, et malheureusement, ce qu'Élisabeth ne savait pas, c'était ce que l'esprit tordu de son père avait déjà imaginé comme solution permanente pour la garder sous son contrôle, pour toujours, donc à la fin des années 1970.
et au début des années 1980. Pendant qu'Elisabeth entrait dans son adolescence, Joseph Fritzl construisait secrètement une prison sous sa maison. Ingénieur de formation, il a entrepris un projet de rénovation domiciliaire, agrandissement de la cave sous l'immeuble familial, et à l'époque, les craintes de la guerre froide ont fait qu'il était courant pour les Autrichiens de construire des bunkers nucléaires et abris anti-retombées. Donc personne n'a levé les yeux, et Fritzl en a pleinement profité. Donc, dès 1978, il a obtenu des permis officiels, permis de construire une cave plus profonde, prétendument comme abri nucléaire domestique sur sa propriété. Alors les voisins l'ont vu, louer des excavatrices et creuser des tonnes de terre sous la maison, brouette par brouette. Et aux étrangers, il était simplement un propriétaire dilige qui améliorait simplement sa propriété. Mais en réalité, Joseph planifiait méticuleusement un donjon personnel pour sa fille. En 1983, le bunker secret de Fritzl était presque prêt et il comprenait un réseau de pièces étroites, cachées derrière le sous-sol existant, et il installerait plusieurs portes renforcées, pas moins de 8 dans une série, l'un après l'autre pour atteindre la dernière chambre cachée. Et la dernière porte était en béton et en métal, pesant des centaines de livres et sécurisée par une serrure à code électrique. Et Fritzl a construit des étagères et des murs pour dissimuler les entrées. Une porte était cachée derrière une étagère, remplie de pots de peinture même. Et il câblait la cave avec de l'électricité, lumière et ventilation. Il a juste pensé à tout. Même insonoriser les murs, créer une salle de bain secrète et s'assurer que l'espace puisse être fermé du monde extérieur complètement. Et personne dans la famille ne soupçonnait quoi que ce soit. Prétendument pas sa femme, ni ses enfants, ni les locataires qui ont loué des chambres à l'étage. Pour eux, les rénovations du sous-sol de Joseph semblaient légitimes, et après avoir creusé tant de terre, Joseph a construit une nouvelle piscine dans la cour, comme un leurre, pour tout le désordre de la construction. Pour que la famille éclabousse plus tard dans la piscine les jours chauds, ignorant que directement sous eux, sous le jardin, posait une chambre cachée qui deviendrait la tombe d'Elisabeth. Comme à la maison donc en août 1984, le décor était planté. Le projet de Joseph Fritzl était maintenant terminé. Et maintenant, tout ce dont il avait besoin était un moyen d'attirer sa fille à l'intérieur. Et malheureusement, il savait déjà exactement comment faire ça. Donc, le 28 août 1984 était juste un autre jour d'été ordinaire, quand la vie d'Elisabeth Fritzl, 18 ans, a changé pour toujours. Joseph l'appelait à la cave de l'atelier, demandait de l'aide avec une porte lourde, et ça ressemblait à une corvée innocente père-fille, quelque chose qu'elle avait fait de nombreuses autres fois. Et Elisabeth a probablement hâte de le garder heureux pour éviter une raclée, a suivi son père dans les entrailles de la cave. Pour aider son père à installer cette dernière porte en place, pour qu'elle tienne la porte debout comme indiqué, pendant qu'il le fixait dans le cadre. Mais cette porte serait la dernière pièce pour sceller le nouveau, cave cachée du monde extérieur complètement, alors qu'elle se tenait là. Et comme il venait de finir de le sceller, il a fini, et Joseph a fait son geste. Alors qu'Elisabeth se retournait pour remonter les escaliers, son père pressait un chiffon imbibé d'été sur son visage, et Elisabeth n'aurait pas le temps de crier, et les vapeurs du produit chimique la submergeraient, et elle perdrait connaissance. Et son monde est devenu sombre en un instant, et c'est là que Joseph Fritzl traînait le corps mou de sa fille, dans cette chambre secrète, et fermait la porte derrière lui. Et avec ce seul acte monstrueux, Joseph avait transformé la cave
dans une prison à vie pour sa fille. Alors quand Élisabeth n'a pas réussi à monter ou à se présenter au travail, sa mère Rosemary devenait très inquiète parce qu'elle était sur le point de commencer un nouvel emploi en tant que serveuse dans une ville voisine de Linz. Et Rosemary, à ce stade, je ne savais vraiment pas ce qui était arrivé à sa fille. Et elle déposerait plus tard le rapport d'une personne disparue, frénétique de retrouver Élisabeth. Mais Joseph offrirait calmement une explication à laquelle il avait pensé 1 million de fois. Et c'est qu'Élisabeth vient de s'enfuir de chez elle pour rejoindre une secte, et ce mensonge serait d'une plausibilité inquiétante au début, parce que tout le monde savait qu'Élisabeth avait tenté de s'enfuir avant, et maintenant, Joseph a insisté sur le fait qu'elle l'avait fait à nouveau. Et cette fois pour de bon, et il a dit qu'Élisabeth ne voulait aucun contact avec la famille pendant qu'elle était partie. Et pour étayer son histoire, il a même produit une lettre qu'il a remise à la police environ 1 mois après la disparition d'Élisabeth. Et étonnamment, cette lettre a été manuscrite par Élisabeth elle-même. Parce que, évidemment, Joseph avait forcé sa fille captive à écrire cette lettre dans la cave. Et cette lettre a été oblitérée d'une ville lointaine, déclarant qu'Élisabeth était fatiguée de la vie de famille et ne voulait pas être trouvée. Et dedans, elle a même averti ses parents de ne pas la chercher. Sinon, elle quitterait entièrement le pays. Donc le message sonnait juste définitif. Et la police et la famille l'ont accepté comme preuve qu'Élisabeth était partie de sa propre volonté. Donc l'histoire de couverture de Joseph était maintenant pleinement en vigueur. Dans le monde extérieur, il semblait qu'un adolescent troublé vient de s'enfuir pour vivre avec des membres mystérieux de la secte, ce qui à l'époque n'était pas aussi rare que vous le pensez, si vous avez regardé ma chaîne du tout. Mais en réalité, Élisabeth était enfermée, juste quelques pieds sous le sol de sa propre maison, et Rosemary, le cœur brisé mais confiant, croyait l'explication de son mari, et elle n'avait aucune raison d'imaginer l'incroyable vérité qui se passait réellement. Et la sœur de Rosemary, Christine, même dit plus tard qu'il parlait souvent de ce qui aurait pu arriver à Élisabeth. Dire, citation, à sa mère ou peut-être Élisabeth, et elle et ses proches ont essayé de penser quel groupe ou endroit leur fille aurait pu aller, et Christine se souvient comment ils ont fouillé les gares et les zones où les enfants et les jeunes adultes sans abri se sont réunis, essayant de trouver Élisabeth. Elle dirait, citation, « Nous avons vraiment fait un travail de détective pour savoir où pourrait être la secte. Ils étaient tellement désespérés de s'assurer qu'Élisabeth était au moins en sécurité, mais chaque piste n'allait nulle part. Parce que personne dans la famille ne soupçonnait Joseph, son propre père, et deuxièmement, Joseph a maintenu cette aura d'un père inquiet, et un père de famille normal dans toute cette situation. Et amis et parents diront plus tard, citation, « n'a jamais eu aucune raison de le soupçonner. » Et le beau-frère d'Élisabeth, qui a épousé l'une des sœurs aînées, je me souviens avoir visité fréquemment la maison Fritzl, et acceptant complètement l'histoire qu'Élisabeth venait de s'enfuir, il dirait « Nous avons toujours cru qu'Élisabeth s'était enfuie et n'était pas revenue. Tout le monde a fait que c'était la vérité pour nous. Nous ne l'avons pas remis en question. Et à la maison, Joseph a juste continué à renforcer la tromperie par l'intimidation et à empêcher les gens de le défier, comme il l'a toujours fait. Parce que Rosemary était autant sous son contrôle que leurs enfants l'étaient. Et donc la famille Fritzl continuerait simplement sa vie quotidienne, pleurer la perte d'Élisabeth, mais croyant comme Joseph leur a dit qu'elle était vivante et qu'elle ne voulait tout simplement plus être avec eux, ce qui est tellement déchirant.
Alors quand Élisabeth s'est réveillée après avoir été assommée ce premier jour, elle s'est retrouvée enchaînée à un lit dans l'obscurité totale. Et la réalité était bien plus horrible que n'importe quel fantasme culte, parce que son propre père était son geôlier. Et dans ses premiers jours et semaines de captivité, Joseph a gardé les bras d'Élisabeth attachés avec une chaîne de fer qui a été boulonnée à un poteau métallique derrière son lit. Donc au début, elle pouvait à peine bouger, et la chaîne lui a permis moins d'1 mètre de mou. Pendant environ 2 jours, elle a été retenue comme ça, totalement seule, à peine capable de bouger dans le noir absolu. Mais après ces quelques jours, Joseph relâcherait légèrement ses liens, attachant la chaîne autour de sa taille pour qu'elle puisse au moins mélanger à une courte distance, mais elle était encore loin d'être libre. Et finalement, 6 à 9 mois plus tard, il supprimerait complètement cette chaîne. Pas par pitié, mais parce que ça gênait tous les S. Donc le traumatisme émotionnel et physique pour Élisabeth était immense, parce qu'elle n'était qu'une adolescente qui venait de tout perdre. Son innocence et toutes ces formidables années, en plus de sa liberté, sa dignité, même la lumière du jour et l'air frais, Élisabeth passerait ses 5 premières années entièrement seule. Dans cette cave, sans compagnie, à part son monstrueux père, et il a été dit qu'il ne lui parlait presque jamais gentiment, ou normalement. Pendant tout ce temps, il descendait principalement pour apporter de la nourriture et un essai et partir. Donc Élisabeth n'avait personne pour la réconforter pendant cette période si désespérée et sans espoir. Plus tard, elle a admis qu'elle avait envisagé de se suicider. Dans ces années solitaires, la seule chose qui l'a fait avancer était la pensée que d'une manière ou d'une autre, elle pourrait survivre jusqu'à ce qu'une opportunité de s'échapper se présente, mais elle ne savait pas que son emprisonnement durait plus de 2 décennies. Les conditions dans la cave étaient infernales depuis le début. Il faisait froid, c'était humide. L'eau coulait sur les murs chaque fois qu'il pleuvait. La moisissure a poussé dans l'air, stagnant, est Élisabeth. J'ai dû utiliser de vieilles serviettes pour absorber l'humidité qui s'est accumulée, juste pour garder l'endroit un peu sec. Et les rats ont infesté la cave, et elle pouvait les entendre se précipiter dans l'obscurité. Quand elle essayait de dormir, et parfois, elle a en fait dû attraper et tuer des rats à main nue, quand ils sont devenus trop audacieux. Et l'odeur et la saleté dans la cave étaient oppressantes, et en été, l'air souterrain est devenu étouffant, et cite dans un sauna en sueur intolérable. Comme Élisabeth l'a écrit plus tard dans un calendrier, fonctionnant essentiellement comme un journal caché pour elle, et sans lumière du soleil ni notion du temps, à part une horloge et une télévision qu'elle a eue plus tard. Beaucoup plus tard sur la route, son sens du jour et de la nuit s'est complètement évanoui. Alors les années ont passé et le monde au-dessus de la cave a évolué, tandis qu'Élisabeth restait figée dans un cauchemar qui semblait sans fin. Donc, fin 1985, environ 1 an après sa captivité, Élisabeth, d'8 ans, est tombée enceinte pour la première fois, portait l'enfant de son père, et cette grossesse s'est tragiquement terminée par une fausse couche à 10 semaines en 1986, probablement à cause du stress et de la malnutrition dont elle a souffert. Mais les abus de Joseph continueraient, et Élisabeth allait bientôt retomber enceinte. Et le 30 août 1988, elle donnerait naissance à une petite fille qu'elle a nommée Kirsten. Et la naissance aurait lieu dans cette cave exiguë sans médecin, pas d'infirmière et pas de soulagement de la douleur. Seulement un guide de maternité des années 1960 que Joseph avait fourni.
et quelques fournitures de base qu'il lui a données, elle a tout fait toute seule. Joseph n'est même pas venu les voir pendant 10 jours, jusqu'après la naissance. Et d'une manière ou d'une autre, Élisabeth a réussi à s'occuper et à donner naissance à son nouveau-né en ses premiers jours critiques complètement seule. Mais malgré ces circonstances horribles, Kirsten, son nouveau bébé, a en quelque sorte apporté un nouveau sens du but à la vie d'Élisabeth, parce qu'après des années d'isolement, Élisabeth avait enfin quelqu'un à aimer et à protéger en plus d'elle-même. Et environ 1 an et demi plus tard, en février 1990, Élisabeth a donné naissance à son deuxième enfant, qui était un garçon nommé Stéphane. Kristen et Stéphane sont restés sous terre avec leur mère, ne jamais voir la lumière du soleil, et ne connaissant que les murs de la cave comme leur monde entier, ce qui est tellement incroyablement triste, mais avec un si petit espace. Il a commencé à être vraiment à l'étroit pour élever 2 nourrissons, et Joseph n'a fourni que le strict minimum de nourriture et de fournitures pour les garder tous en vie. Et Élisabeth ferait de son mieux pour allaiter et prendre soin de ses bébés. Mais les conditions étaient inimaginables. Pas d'air frais, pas d'aide extérieure, et une peur constante de la prochaine visite de Joseph. Donc, en 1992, Élisabeth était de nouveau enceinte. Et le 29 août 1992, elle a accouché d'une autre petite fille qui s'appelait Lisa. Cette fois, Joseph aurait un plan différent. Donc, ce qui suit peu. Quand bébé Lisa avait environ 9 mois et devenait active, Joseph a décidé de retirer cet enfant de la cave. Et la raison présumée était que la cave devenait trop encombrée et manquait d'espace pour les enfants en pleine croissance. Et en réalité, Joseph a probablement vu une opportunité de renforcer sa couverture. Donc, en mai 1993, il a emmené l'enfant Lisa hors du donjon et l'a portée à l'étage jusqu'à la maison. Et il plaçait Lisa dans une boîte en carton et laissait-les devant leur porte de la maison Fritzl, comme si elle venait d'y être abandonnée, et il inclurait une note d'Élisabeth, qu'il avait forcé Élisabeth à écrire à l'avance. Donc la note a été écrite avec l'écriture d'Élisabeth et a expliqué que le bébé était l'enfant d'Élisabeth, mais qu'elle ne pouvait pas s'occuper de l'enfant, et a supplié ses parents de s'occuper de Lisa. Et ça lirait, chers parents, je te laisse ma petite fille, Lisa. Prends bien soin de ma petite fille. Je l'ai allaitée pendant environ 6 mois et demi. Et maintenant, elle boit son lait de la bouteille. C'est une bonne fille et elle mange tout le reste à la cuillère. Toute cette histoire est si déchirante. Oh mon Dieu! Donc c'était un plaidoyer déchirant et c'était convaincant. Et Joseph découvrirait le bébé sur le pas de la porte, et ensuite le présenter à Rosemary comme une découverte miraculeuse. Et ils étaient tous les deux choqués, et Rosemary était probablement ravie d'avoir un morceau de sa fille disparu sous la forme d'un petit enfant. Ils avaient donc informé les autorités locales, et sans surprise, les services sociaux n'avaient aucune raison de douter de l'histoire, parce qu'il y avait un petit bébé avec une note de la mère qui avait rejoint une secte demandant aux grands-parents de prendre soin d'elle, pour que les officiels notent que les Fritzl semblaient aimants et dévoués, et étaient des soignants appropriés pour le bébé Lisa. En fait, Joseph et Rosemary passeraient par des canaux formels pour garder, et ils finiraient par l'adopter légalement. Mais personne n'a réalisé que l'homme qui demandait à adopter l'enfant était, en fait, son père et son grand-père biologique, tout en même temps juste dégoûtant. Et à cause du casier judiciaire de Joseph, du raisin de 1967 qui avait été retiré de son disque, les travailleurs sociaux n'ont rien trouvé d'alarmant en vérifiant ses antécédents.
Donc pour eux, Joseph Fritzl était un respectable. Un homme plus âgé prend le bébé de sa fille en fuite et l'horrible vérité est restée complètement cachée. Ainsi, en 1994, un quatrième enfant serait né dans la cave. Et ce serait une petite fille nommée Monica. Et elle serait née le 26 février 1994. Et Monica, comme Lisa serait emmenée à l'étage en tant que bébé. Donc, quand Monica avait environ 10 mois en décembre 1994, Joseph la retirait de la cave et la laisserait dans une poussette à l'extérieur de la maison Fritzl. Et encore une fois, il le mettrait en scène comme un enfant abandonné d'Elisabeth. Peu de temps après la découverte de Monica, les Fritzl ont reçu un appel téléphonique censé provenir d'Elisabeth. Leur dire de prendre soin de son bébé. Et à ce stade, Rosemary ne faisait que le reprendre. Parce que l'appelant ressemblait à Elisabeth, mais elle savait d'une manière ou d'une autre le numéro de téléphone non répertorié de la famille, et c'était quelque chose qu'Elisabeth n'aurait tout simplement pas pu savoir, sauf si quelqu'un lui a donné. Il semble donc que Joseph ait enregistré la voix d'Elisabeth, et sinon simulé cet appel téléphonique pour convaincre davantage sa femme qu'Elisabeth était vraiment dans une secte, et juste là, bat périodiquement, laissant ses enfants sur le pas de leur porte. Donc Rosemary rapporterait ce numéro bizarre à la police. Je suis juste perplexe quant à la façon dont Elisabeth aurait connu leur numéro, mais toujours personne ne mettrait les pièces ensemble. Et dans leur esprit, cela a juste renforcé le fait qu'Elisabeth était en contact d'une manière ou d'une autre. Pourtant, je ne rentrais jamais à la maison. Et Monica comme Elisa serait recueillie par la famille Fritzl. Joseph et Rosa Maria deviendraient les parents adoptifs de Monica, avec la bénédiction des autorités, et puis encore plus d'enfants arriveraient. Le 28 avril 1986, Elisabeth a accouché avec des jumeaux dans la cave. Et la naissance de jumeaux dans de telles conditions était une tension extraordinaire, et l'un des jumeaux, les petites Michael, était très faible et avait beaucoup de difficultés à respirer depuis le début. Alors Elisabeth a désespérément essayé de sauver son bébé, mais sans équipement médical ni médecin. Il y avait peu de choses qu'elle pouvait faire. Et selon le témoignage ultérieur d'Elisabeth, Joseph a froidement dit sa citation, sans citation, « Ce qui sera comme un nouveau-né à lutter pour l'air. Ce mec ne peut pas être plus monstrueux que lui. » Et puis il se surpasse d'une manière ou d'une autre, si tragiquement. Bébé Michael mourrait dans les bras d'Elisabeth, à seulement 3 jours, et Joseph prendrait le petit cadavre de sa fille. Dans un acte de démonstration de son absence totale de remords, et puis il brûlait le corps de bébé dans un incinérateur. Et Elaine Sweet disperserait secrètement les cendres de Michael dans le jardin derrière la maison. Et cet acte odieux conduirait plus tard à une accusation de meurtre par négligence, parce que Michael avait reçu des soins médicaux. Il a peu être vécu pendant ce temps. Le deuxième jumeau Alexander a miraculeusement survécu et à environ 15 mois, vers 1997, Alexander a été retiré de la cave et emmené à l'étage comme ses sœurs avant lui. Et les Fritzl ont trouvé Alexandre et a affirmé qu'Elisabeth avait quitté le garçon pour eux. Aussi à ce stade, les services sociaux et juste les habitants étaient un peu déconcertés, pour dire le moins, parce que combien d'enfants Elisabeth allait-elle avoir et déposer? Mais étant donné que c'était arrivé un par un au fil des ans, et Joseph avait toujours des lettres ou des explications prêtes, les autorités ont continué à le croire, et pour eux, Joseph était un cas particulier. Un homme dont la fille avait rejoint une secte et jeté des bébés à la porte de ses parents séparés.
Pourtant, lui et sa femme se mobilisaient pour s'occuper de ces pauvres, petits-enfants abandonnés, et au total, 3 des enfants d'Élisabeth, Lisa, Monica et Alexander, ont été élevés au-dessus du sol par Joseph et Rosemary, tandis qu'Élisabeth elle-même est restée piégée en dessous avec ses autres enfants. Mais la famille dans la cave avait un membre de plus qui entrait le 6 décembre de R. Élisabeth a eu son 7e et dernier enfant en captivité et serait un garçon nommé Félix. Et cette fois, Joseph, 67 ans. Il a 67 ans maintenant au fait putain de gériatrique. Putain de merde mais de toute façon. Joseph Fritzl, 67 ans, a décidé de garder le bébé Félix Underground avec Élisabeth parce qu'il pensait peu être que sa femme ne pouvait pas s'occuper d'un autre enfant. Parce que Rosemary à ce stade était dans la soixantaine maintenant, ou peut être qu'il était juste à court de conneries. Excuses quant à savoir pourquoi tant de putains de bébés se présentaient à leur porte. Quelle que soit la raison, Félix est resté dans la cave pour rejoindre sa mère, maintenant sœur adolescente Kirsten et frère. Et d'ici 2003, la famille souterraine était composée d'Élisabeth et de ses 3 enfants, alors qu'au-dessus du sol vivaient les 3 autres enfants, Lisa, Monica et Alexander. Donc, le total de la progéniture insidieuse de Joseph était de 7 enfants. Et miraculeusement 6 étaient vivants. Les enfants à l'étage avaient une vie relativement normale. Surtout par rapport aux enfants dans la cave, Rosemary prendrait soin d'eux avec amour, pensant qu'ils étaient ses petits-enfants, et ils grandiraient en appelant Rosemary mamie. Affectueusement, et en termes juridiques, les Fritzl étaient des parents adoptifs, ou adoptifs, mais pour les enfants, j'avais juste l'impression que Joseph et Rosemary étaient leurs parents. Et comme nous le savons, l'un d'eux était en fait, et ils ont bien réussi à l'école. Ils ont joué des instruments, et ont même été vus hors de la ville, avec Joseph le week-end. Et ils profiteraient du soleil et de la liberté de l'enfance normale, et eux aussi. Je n'avais aucune idée que leur mère n'était pas un membre de la secte qui s'est enfuie, mais était une fille coincée sous leurs pieds. Et pendant ce temps, les enfants du rez-de-chaussée avaient une vie opposée, Kirsten. Stéphane et Félix n'avaient jamais vu la lumière du jour. Même une fois de leur vie, ils vivaient juste dans un enfer, sans fenêtre de pièces, en béton. Et leur seule source d'information sur le monde extérieur était de leur mère et de la télévision que Joseph a finalement fournie. Et ces enfants n'ont connu que 4 personnes toute leur vie. Leur mère Élisabeth, les uns les autres, et parfois leur père couple le grand-père Joseph. Et ils ont été décrits comme pâles, voûtés, et retard de développement dû au manque d'espace et de nutrition. Et ils avaient un vocabulaire limité, et on disait qu'ils communiquaient entre eux dans d'étranges grogniers ou chantaient parfois à la manière d'une chanson qui était un modèle de discours développé de manière isolée. Imaginez simplement être né dans un monde pas plus grand qu'une cave. C'était toute leur réalité. Et la vie dans la cave était une étude sur la survie, dans des conditions grotesques. Et chaque jour était une lutte pour Élisabeth et les enfants pour maintenir un sentiment de normalité sous terre. Et au fil des ans, Joseph a légèrement agrandi l'espace de vie, surtout après 1993, quand Élisabeth a plaidé pour plus de place à mesure que les enfants grandissaient. Alors il avait forcé Élisabeth et les enfants à aider à creuser le sol, à main nue, agrandir les chambres d'environ 600 pieds carrés, et les appartements cachés finis se composaient de quelques petites pièces, dortoirs, une salle de bain vraiment minuscule, et un salon principal qui a doublé comme une cuisine,
et les plafonds étaient si bas que les adultes et les grands enfants devaient s'affaler, parce que les plafonds n'étaient que d'environ 5 pieds, 6 pouces en hauteur, et les murs seraient revêtus d'un matériau insonorisé pour étouffer tous les appels à l'aide, et il n'aurait que les ressources de base, une vieille toilette, un lavabo et une très petite douche. Et il ferait tomber plus tard une machine à laver pour la lessive et un réfrigérateur pour de la nourriture. Et il y avait aussi une vieille plaque chauffante pour réchauffer les repas quand ils les ont, et la lumière était entièrement artificielle. C'était juste cette bande lumineuse fluorescente dure, et il coupait parfois le pouvoir de les punir. Plonger la famille dans l'obscurité totale pendant des jours, et l'air était extrêmement étouffant, parce qu'il n'avait jamais fait l'expérience de l'air frais auparavant. En fait, l'air de la cave était tellement si pauvre que lorsque la police l'a finalement examiné, ils ont découvert qu'ils ne pouvaient que tolérer d'être à l'intérieur pour de courtes périodes en raison du manque d'oxygène. Et, souviens-toi, Elisabeth vit ici depuis 24 ans avec ses enfants. Et malgré la saleté, Elisabeth a essayé de faire de l'espace, mon pote, pour ses enfants, parce qu'elle savait que pour les enfants nés en captivité, cette cave était la seule maison qu'ils aient jamais eue. Ainsi, sur les carreaux de salle de bain blanc moisi, Elisabeth a dessiné et peint de petites images pour égayer l'endroit. Il y avait un escargot jaune avec une coquille verte et une pieuvre violette, dessin d'un enfant, d'une fleur et d'un poisson, et des autocollants d'étoiles et de soleil. Toutes les choses qu'il n'avait jamais vues auparavant dans la vraie vie, et seulement à la télévision, et Elisabeth ferait de son mieux pour éduquer et divertir les enfants. Tous les jours donc, elle leur apprendrait à lire et à écrire. En utilisant des matériaux limités qu'elle avait, elle regardait des films d'aventure avec eux. Et même inventait des histoires de pirates et de princesses, pour stimuler leur imagination. Et elle a réussi à instruire ses enfants du mieux qu'elle pouvait, alors même que ses propres connaissances de l'école se sont estompées. Au cours des longues et longues années d'abus, c'était juste une existence inadéquate. Mais ce bunker souterrain était la seule maison. Elisabeth et ses enfants captifs savaient depuis 24 ans. Et l'hygiène et la santé étaient une préoccupation constante. Le manque de lumière du soleil a fait qu'Elisabeth et ses enfants sont devenus très pâles et manifestement carencés en vitamine D. Ils étaient donc sujets à des maladies qu'ils n'ont jamais pu traiter correctement. Donc, si quelqu'un tombait malade, Joseph pourrait apporter des médicaments, mais une maladie grave pourrait mettre la vie en danger là-bas. Il y avait aussi un congélateur dans la cave, où Joseph stockait de la nourriture quand il partait en vacances. Mais quand il a coupé le courant comme un coup de poing, parfois, le congélateur dégelait. Et la nourriture pourrie fuirait sur le sol, créait un désordre nauséabond qu'Elisabeth a dû nettoyer dans le noir. Donc, ils vivraient simplement des fournitures qu'ils livraient par intermittence. Et ils n'en ont jamais eu assez. Donc, Joseph Fritzl a maintenu un contrôle absolu sur sa famille clandestine, à travers un mélange de violence. Mensonges et terreur psychologique, il visitait la cave cachée presque tous les jours, généralement tôt le matin vers 9h, sous prétexte de travailler dans l'atelier du sous-sol, et il dirait aux locataires qui ont loué la chambre dans l'immeuble à l'étage, et sa femme, qu'il faisait des dessins techniques ou des projets privés là-bas, et il ne voulait pas être dérangé, et Rosemary n'a jamais été autorisée à lui apporter du café au sous-sol, ou lui rendre visite au sous-sol, jamais. Mais en vérité, chaque matin, Joseph déverrouillerait la porte secrète qui avait ce code électronique et descendre dans la prison d'Elisabeth avec des fournitures. Il apportait de la nourriture, de l'eau et des friandises occasionnelles. Mais toujours juste assez pour les garder dépendants et soumis, et parfois il restait même là toute la nuit.
et les voisins et les locataires ont signalé des bruits auditifs, mais Joseph les a rejetés comme des tuyaux défectueux, où le système de chauffage au gaz agit juste, donc sa couverture était juste hermétique, parce que tout le monde dans la maison savait que le vendeur était complètement interdit, et a fait confiance à son explication pour tous les sons étranges. Et à l'intérieur du vendeur, Joseph a agi à la fois gentil parfois, et comme le putain de diable absolu, parce que parfois il pourrait être étrangement domestique, Elisabeth racontera plus tard. Son père s'asseyait après lui avoir fait des choses horribles et agit comme s'ils étaient une famille normale. Regarder des films ensemble à la télévision ou dîner ensemble sur leur petite table, et il apportait des jouets et des livres à l'occasion pour les enfants, essayait d'apparaître comme un parent bienveillant, et il ferait même tomber un canari pour qu'il le voie à un moment donné, parce qu'à ce stade, il n'avait jamais vu d'animal vivant. Et au Noël, il a même descendu un petit sapin de Noël pour eux, dans une version tordue de l'esprit des fêtes, et il a aussi battu et donné des coups de pied à Elisabeth, fréquemment, surtout si elle osait même lui désobéir de quelque manière que ce soit, forme ou forme. Et l'abus n'était pas seulement physique ou sexuel, mais aussi profondément psychologique, parce que Joseph forcerait Elisabeth à reconstituer violente scène pornographique qu'il avait vue, juste l'humilier devant ses propres enfants. Donc les blessures et les traumatismes qu'il a causés lui a laissé des problèmes médicaux durables. Ses dents, par exemple, souffraient d'un manque de soins et beaucoup devraient être supprimés. Et juste pour garder le contrôle, Joseph avait cultivé une atmosphère de désespoir absolu là-bas. Il menaçait à plusieurs reprises Elisabeth et les enfants. S'ils ont déjà essayé de s'échapper ou même de résister, qu'il tuerait de manière horrible. Et il leur dirait qu'il a installé un système très élaboré, cela les électrocuterait s'ils se mêlaient des portes de la cave, où ce gaz toxique inonderait la chambre, s'ils ont déjà tenté d'éclater, mais en réalité, toutes ces menaces étaient des mensonges complets. Mais Elisabeth et les enfants l'ont manifestement cru parce qu'ils n'avaient aucune raison de ne pas, et la pensée que l'on pousse contre la porte pourrait entraîner la mort gazée, était suffisant pour les empêcher de jamais tenter de se rebeller. Et Joseph avait exploité leur inquiétude l'un pour l'autre aussi. Et il avertirait Elisabeth que si elle ne se soumettait pas à sa volonté, il dirait, citation, « Votre traitement va empirer et tu ne t'échapperas pas de la cave de toute façon. » Alors il lui donnerait juste envie de lui résister seulement, lui apporterait, à elle et à ses enfants, plus de douleur. Alors elle endurerait simplement les abus en silence pour protéger ses enfants. Et pendant 24 ans, cette routine tordue continuerait. Pendant ce temps, Joseph Fritzl parviendrait à vivre cette double vie de dépravation inimaginable. À l'étage, il était un mari et un père sévère, mais attentionné, faire des barbecues dans le jardin, et emmener ses petits-enfants acheter des glaces, Paus Emboss. Il était un ravisseur et un violeur. Forcer sa propre fille et ses petits-enfants à agir comme des esclaves, et il partait même en vacances à l'étranger. Et à un moment donné, il a fait un voyage de 3 semaines en Thaïlande, en 1998 pour le tourisme sexuel. Le mettrait devant lui, pendant que sa fille et leurs enfants languissaient dans cette cave, avec un congélateur rempli de nourriture, qui a finalement décongelé et complètement gâté. Il faut donc se demander s'il était mort ou qu'un accident s'était produit lors de ces voyages. Qu'est-il advenu des prisonniers ci-dessous? Et il est probable qu'ils auraient tous péri d'horribles morts, et remarquablement au fil des ans, personne n'avait découvert cet énorme secret. Les travailleurs sociaux visitaient la maison Fritzl pour vérifier l'étage, enfants
adoptif. Et il trouverait juste que tout était en ordre. Il dirait que la famille semble si attentionnée, rien pour réveiller les soupçons. Et avec Élisabeth étant une personne disparue officielle, personne n'a connecté les points. Au début de 2 ans, Joseph était à la fin de la soixantaine, et la pression de maintenir 2 familles commençait à grandir. Bouki et Élisabeth elle-même avaient maintenant la quarantaine, et les plus vieux vendeurs étaient des adolescents. Alors Joseph a dû sentir que les choses pouvaient devenir incontrôlables. Très rapidement, il persisterait dans ses mensonges, et ce n'est qu'une crise médicale soudaine, en 2008, que son château de cartes allait enfin s'effondrer. Donc en avril 2008, l'équilibre délicat dans le monde caché de Joseph Frizel s'effondrerait. Parce que la fille aînée de Kirsten, Élisabeth, qui était dans la cave, est tombée gravement malade, et à 19 ans. Kirsten avait passé toute sa vie sous terre, donc elle aurait des problèmes de santé chroniques. Maintenant, son état menaçait sa vie, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de son environnement. Donc Kirsten souffrait d'insuffisance rénale. Elle était en si mauvais état qu'Élisabeth était terrifiée que sa fille meure, juste là dans le donjon avec eux, tellement désespérée de sauver Kirsten. Élisabeth a supplié Joseph d'obtenir une aide médicale pour elle. Et le 19 avril 2008, Joseph a décidé d'emmener Kirsten à l'hôpital. Et c'était la première fois en 24 ans. Il avait déjà permis à l'un de ses captifs de quitter la cave, outre les nourrissons qu'il avait complètement enlevés. Alors, Élisabeth a aidé Joseph à boiter. Kirsten sort de la chambre souterraine. Et elle verrait un aperçu du monde extérieur, pour la première fois depuis 1984. Donc je ne peux même pas imaginer ce qu'elle a ressenti en ce moment en jeu. J'imagine qu'elle vient d'avoir cette vague d'espoir parmi un. Juste un sentiment de terreur, mais Joseph forcerait Élisabeth à rester derrière. Stéphane et Félix la menacent comme toujours, mais Élisabeth glisserait un mot à Kirsten et elle le mettait dans sa poche avant que sa fille ne soit sortie, et puis Joseph plaçait Kirsten inconsciente dans sa voiture et il se rendait à l'hôpital local et il trouverait une autre cause et que, à son arrivée, Joseph a affirmé avoir trouvé cette fille près de chez lui avec une note de sa mère. Et il remettrait la note d'Élisabeth au médecin et la note serait brève et plaidante en disant « S'il vous plaît, aidez-la dans l'écriture d'Élisabeth », mentionnant d'utiliser de l'aspirine pour l'aider à traiter sa fille. Et elle dirait que Kirsten est vraiment terrifiée par les autres. Elle n'a jamais été à l'hôpital. Et le personnel de l'hôpital était incroyablement alarmé par son état, parce qu'elle était extrêmement pâle. Ses dents étaient pourries ou manquantes en raison d'un manque de soins à vie, et elle souffrait de malnutrition sévère. Donc les tests médicaux montreraient que Kirsten avait une insuffisance rénale et une panne mortelle de tous ses systèmes. Et heureusement, les médecins trouveraient l'histoire de Joseph très suspecte, parce qu'il y avait un jeune de 19 ans qui semblait gravement négligé, avec une note mystérieuse et un grand-père étrangement évasif. Alors ils ont essayé d'obtenir plus d'informations de Joseph à propos des antécédents médicaux de Kirsten, mais Joseph s'en tiendrait à son histoire et il a laissé entendre que la mère de Kirsten était sa fille perdue depuis longtemps, Élisabeth, qui avait rejoint une secte, et qu'Élisabeth avait déposé Kirsten juste soudainement, mais les pièces ne s'additionnaient pas pour les médecins. Parce que pourquoi une secte permettre à une fille désespérément malade d'être ramenée dans un hôpital public? Et pourquoi la note suggérait de traiter avec de l'aspirine si la fille était clairement au-delà de cela? Et où diable était la mère de la fille à ce stade? Donc d'ici le 20 et 1 avril 2008, l'hôpital a alerté les autorités locales que quelque chose n'allait pas
Et ce serait 2 jours après l'arrivée de Kristen pour que la police ouvre une enquête parce qu'ils avaient une jeune femme gravement malade, sans dossier médical antérieur et une note discutable, et une mère qui était toujours officiellement portée disparue depuis 1984. Les autorités ont donc décidé de lancer un appel public et ils sont allés dans les médias et ont diffusé des messages plaidant pour qu'Elizabeth se manifeste et fournir des informations médicales sur Kirsten. Et ce fut un moment charnière parce que pour la première fois depuis des décennies, la disparition d'Elizabeth était de retour aux yeux du public et reportages à la télévision et à la radio dans la région a parlé du cas de la fille malade nommée Kirsten et sa mère disparue Elizabeth. Et dans la cave Elizabeth et son fils, j'ai vu ces reportages médiatiques à la télévision et on ne peut qu'imaginer ce que ressentait Elizabeth quand elle a vu juste entendre le monde enfin appeler son nom. Savoir juste que ça pourrait être elle, sa chance de sauvetage, enfin. Mais toujours coincée derrière ces portes de cave, je ne peux même pas imaginer. Donc pendant 1 semaine après l'hospitalisation de Kirsten, Elizabeth est restée piégée dans la cave. Son anxiété pour sa fille grandit chaque heure qui passe. Elle savait d'après les appels aux nouvelles que les médecins la suppliaient. Pour se manifester alors, elle a confronté Joseph, le suppliant de la laisser aller aux côtés de son enfant malade. Et Joseph Fritzl, aujourd'hui âgé de 73 ans, s'est retrouvé sous plus de pression que jamais, parce que sa capacité à jongler avec ses doubles vies échouait, et peut être que si Kristen mourait réellement, une autopsie révélerait des preuves d'abus à long terme qu'il ne pouvait pas expliquer, et peut être qu'il a juste senti que la police se rapprochait de lui. Tu sais, comme le froid, porte de cave sombre. Donc dans tous les cas, Joseph a décidé d'organiser un retour soudain de sa fille disparue. Elizabeth et son espoir était de libérer sa fille et leurs enfants sans trop de questions posées. Et le 26 avril 2008, il a dit à Rosemary qu'Elizabeth avait quitté la secte de manière inattendue et était rentrée à la maison avec les 2 enfants cultes restants, Stéphane et Félix. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital ce soir-là, les événements se sont déroulés rapidement. Des médecins qui étaient en alerte a informé la police qu'Elizabeth Fritzl était là. Et la police n'a pas perdu de temps, et ils séparaient Elizabeth de son père immédiatement, reconnaissant que ces retrouvailles pourraient ne pas être aussi simples qu'il y paraissait, ou comme Joseph l'avait fait paraître, et Elizabeth avait tellement peur de Joseph qu'elle a d'abord refusé de dire quoi que ce soit en sa présence. C'est alors que la police ferait un pas très audacieux et il le dirait à Elizabeth dans une chambre privée qu'il soupçonnait qu'elle avait être négligé Kirsten et que si elle n'expliquait pas ce qui se passait, elle pourrait faire face à des conséquences juridiques. Alors Elizabeth s'effondrerait et supplierait les officiers, plaidait-les à faire une promesse. Et c'était qu'elle leur raconterait toute l'histoire, chaque détail horrible. S'il garantissait qu'elle n'aurait plus jamais à revoir son père, et la police l'a assuré sur place. Et ce qui est arrivé ensuite était une saga d'horreur de 24 ans, qu'aucun des officiers n'aurait pu imaginer. Donc Elizabeth, à 42 ans à ce stade, a commencé à raconter les événements depuis août 1984. Et pour les 2 prochaines heures, elle relayerait les points clés de sa captivité. Et la police qui écoute a dû être complètement abasourdie, choquée, juste horrifiée. Parce que c'était bien au-delà d'une personne disparue ou d'un cas, c'était une atrocité à une échelle presque impensable. Mais ils avaient finalement trouvé Elizabeth. Mais ce faisant, ils avaient découvert l'un des crimes les plus choquants du siècle. Donc, peu après minuit le 27 avril 2008, les officiers approcheraient Joseph Fritzl et ils le mettraient en état d'arrestation.
Toy, espèce de merde, morceau de visage de merde. Et Joseph n'a pas résisté. En fait, il a informé les enquêteurs exactement où et comment entrer. La chambre qui, à ce stade, il jubile juste parce que come. Que va-t-il faire d'autre, je suppose? Et peut être à ce moment-là. Il vient de réaliser que c'était fini. Et son emprise de fer sur ce sombre secret avait enfin perdu sa fierté. Pour que la police se précipite chez Fritzl, et ils descendaient dans la cave. Et guidés par les instructions qu'ils ont reçues, ils ont déverrouillé le donjon caché, et je ne peux même pas imaginer la scène, que les officiers passeraient une par une à travers toutes ces multiples portes, derrière les étagères et les murs et les leurs, et enfin entrer dans un endroit qu'aucun étranger n'a vu depuis 24 ans. Et la nouvelle de cette découverte se répandrait rapidement. Et dans les jours suivants, le monde apprendrait la fille de la cave. Élisabeth est le monstre de l'absentéisme, qui est Joseph. Et cette histoire ne ferait que faire la une des journaux en Autriche et dans le monde entier, parce que les gens ont eu du mal à comprendre l'énormité de ce qui s'était passé dans cette maison jaune banale en Autriche, et les voisins ont été choqués. Je me souviens juste à quel point Joseph avait été strict, mais semblait être un père et un père de famille normaux, et les responsables tiendraient des conférences de presse pour partager les premiers détails, tout en plaidant pour la vie privée des victimes, et remarquablement. Elisabeth et ses 6 enfants survivants étaient enfin en sécurité, et ils seraient immédiatement pris en charge médicalement. Kirsten a lentement commencé à récupérer une fois qu'elle a été traitée pour une dialyse appropriée, et elle finirait par récupérer, mais il y avait juste une lueur d'espoir ironique dans tout ça. Et c'est la crise même qui a failli tuer Kirsten, vient de finir par sauver toute leur vie. Donc Joseph Fritzl, maintenant complètement exposé, a essayé de minimiser ses actions, et lors des premiers interrogatoires, il a affirmé qu'il avait fait ce qu'il avait fait pour protéger Elisabeth. Du monde extérieur et des mauvaises influences, always ok. Va te faire foutre. Et il a affirmé que c'était consensuel, d'une manière tordue, mais inutile de dire que ces justifications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Et le volume de preuves était écrasant. Le donjon physique, le test ADN confirmant qu'il a engendré les enfants. Et des années de lettres et de notes, alors qu'il était assis dans sa petite décrépite, un morceau de cellule de prison de merde dans lequel il méritait d'être, parce qu'il est une merde. Et toute la réalité de ses actes l'a finalement confronté aux yeux du public. Et Joseph aurait exprimé une certaine apitoiement sur lui-même et se serait plaint en disant « Je suis seulement dépeint comme un monstre. » Et pas comme quelqu'un qui a commis des actes monstrueux. Je jure devant Dieu, mais ces mots sonneraient creux. Cause à pratiquement tout le monde sur la planète, il était exactement ce que les tabloïds l'appelleraient bientôt, qui était le monstre de Hampstead. Donc après l'arrestation de Joseph, les autorités autrichiennes ont agi rapidement pour garantir la justice, et Elisabeth Fritzl, libérée de son père, a fait preuve d'un immense courage de fournir des témoignages détaillés contre lui, et elle a fait une déclaration vidéo au procureur en juillet de 2008. Donc d'ici le 13 novembre 2008, un acte d'accusation a été émis contre Joseph Fritzl, et les accusations étaient poignantes. Il y a eu meurtre par négligence pour la mort de Michael, en raison de l'échec de Joseph à obtenir une aide médicale, esclavage, inceste de rising, kidnapping, faux emprisonnement et coercition, et l'accusation de meurtre était la plus grave, porter une peine potentielle à perpétuité. Les autres accusations comme l'esclavage portaient jusqu'à 20 ans chacune, mais en Autriche, plusieurs condamnations ne s'empileraient pas de manière consécutive à l'américaine, mais on s'attendait à ce que Fritzl
recevait la pénalité maximale autorisée, qui était la prison à vie. Les procureurs étaient déterminés à tenir Joseph pour responsable pour tous les aspects de l'épreuve 24, et le public autrichien, et en fait, le monde entier. J'ai attendu de voir s'il essaierait de nier sa responsabilité ou revendiquer la folie pour que le procès de Joseph Fritzl commence le 6 mars 2009 dans la ville de Sankt Pölten en Basse-Autriche. Et l'affaire a attiré l'attention des médias, qu'il a été surnommé un cirque médiatique. Le premier jour, des journalistes et des équipes de tournage du monde entier campaient à l'extérieur du palais de justice. Et puis maintenant, Joseph, 73 ans, a été conduit au tribunal, essayant de cacher son visage aux caméras derrière un grand dossier bleu, comme une salope de merde. Je suis désolé en fait, je ne le suis pas de toute façon. Donc c'était juste un homme qui avait caché des crimes indescriptibles. Je viens de me cacher derrière le public, derrière un petit dossier bleu parce qu'il avait peur. Donc, en vertu de la loi autrichienne, les accusés dans certains procès peuvent cacher leur visage et Joseph en a pleinement profité. Donc, une fois que la procédure a commencé, la salle d'audience a été débarrassée de la presse publique pour tous. Mais les séances d'ouverture et de clôture, par respect pour les victimes, et la nature extrêmement graphique des preuves, et Joseph plaiderait coupable de toutes les accusations, sauf meurtre et voies de faits graves qui menaçaient de gazer ses captifs. S'il ne l'écoutait pas, donc il n'avait pas de tâche facile à accomplir, parce que les preuves incluent des heures de témoignages déchirants et des détails qui mettraient à l'épreuve le sang-froid de n'importe qui. Et le deuxième jour du procès, les jurés ont vu 11 heures de témoignages vidéo d'Elisabeth. Et cette vidéo avait été préenregistrée lors de séances avec un psychiatre et des enquêteurs. Pour qu'Elisabeth n'ait pas à témoigner personnellement au tribunal et voir ce visage idiot, mais même ainsi, le contenu était si horrible que les jurés ont regardé par segments, pas plus de 2 heures à la fois. C'est à quel point les preuves étaient dérangeantes. C'était littéralement inattaquable. En une seule fois, et à l'insu de Fritzl, Elisabeth a assisté à un jour déguisé en procès parce qu'elle voulait assister personnellement à la procédure. Et le 17 mars 2009, qui était le deuxième jour du procès, elle s'est assise dans la galerie avec une perruque et des lunettes pour se fondre. Et pendant que son témoignage vidéo jouait, à un moment donné, l'avocat de Fritzl a remarqué que Joseph était soudainement devenu pâle et tremblait parce que Joseph avait repéré un visage familier dans la foule. Et c'était Elisabeth qui le regardait et leurs yeux se rencontreraient brièvement. Et selon son avocat, citation, sans citation, à partir de maintenant, tu pouvais voir Joseph Fritzl pâlir, et il s'est effondré comme s'il voyait sa fille. Celui qui l'avait brutalisé pendant si longtemps, maintenant une femme libre n'a pas peur de l'affronter, a finalement brisé les défenses qu'il avait laissées. Et le lendemain matin, le 18 mars, avant le début de la session, Joseph a inopinément changé son plaidoyer de culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Alors maintenant, il a tout reconnu, même le meurtre et la négligence du bébé, Michael et l'asservissement d'Elisabeth. Et de nombreux observateurs ont cru que c'était la présence d'Elisabeth et le courage qui ont forcé ce renversement de dernière minute, comme la force de cette fille est tout simplement incroyable. Et il prétendrait qu'il ne pouvait tout simplement pas continuer à nier sa culpabilité, savoir ce qu'il avait fait. Et je prétends des conneries, mais peu importe. Le procès a donc abouti à sa conclusion rapidement, après l'accusation de plaidoyer. Et dans la salle d'audience même, pendant les jours d'ouverture, l'accusation et la défense
peint des images très différentes de Fritzl, l'avocat de la défense Rudolf Meyer a soutenu que Joseph n'était pas un monstre, mais un homme qui avait une deuxième famille dont il a essayé de s'occuper. À sa manière tordue, tu es tout autant un monstre à mes yeux. Rudolf, le putain de nez rouge, putain de reine va te faire foutre. Et le maire dirait tristement à la cour que Joseph a fait tomber un sapin de Noël pour les enfants dans la cave, ce qui implique qu'il y avait une sorte de gentillesse dans cette action, et il a aussi pointé que Joseph s'est assuré que les enfants à l'étage étaient pris en charge. Oh oh. Donne-lui une putain d'étoile d'or. Mais ces arguments ont été largement critiqués pour des raisons évidentes, parce qu'il n'y a pas de putain de sapin de Noël, pourrait effacer les abus indicibles qui ont été infligés à ces enfants. Et le procureur en chef Christian Burkhalter, d'un autre côté, aucun détail sévère n'a été épargné. Et elle démontrerait aux jurés à quel point le plafond de la cave était bas, en marquant la hauteur sur la porte de la salle d'audience, et elle a même fait circuler une boîte d'articles moisis pris dans la cave, et l'odeur était si mauvaise qu'elle a fait tressaillir les jurés. Elle décrirait l'espace comme humide et moisi, juste décrire les terribles conditions de vie qu'Élisabeth avait vécues pendant 24 ans avec ses enfants, et le procureur ferait pression pour une sentence de la vie dans un établissement psychiatrique, soulignant que Joseph Fritzl était un danger pour la société et que ses crimes étaient les pires imaginables. Et au-delà du témoignage d'Élisabeth, le tribunal a également entendu d'autres témoins, et notamment le frère aîné d'Élisabeth, l'un des fils de Fritzl qui a grandi dans une vie normale, et il témoignerait des abus qu'il a subis de Fritzl, confirmant simplement que la cruauté de Joseph s'étendait à la famille à l'étage aussi, et Rosemary, la femme de Joseph et les enfants eux-mêmes, n'ont pas témoigné. Parce je voulais juste éviter publiquement tout autre traumatisme. Donc, the 19th of March, S 2009, le procès se terminerait, et Joseph Fritzl a été reconnu coupable de toutes les accusations. Et quand le verdict a été lu, Joseph se tenait silencieusement parce qu'il avait déjà admis sa culpabilité. Il y avait donc peu de suspense, et le juge le condamnerait à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans, ce qui est comme quoi, putain, vous tous. Mais c'est quoi ce bordel? Vu la gravité de ces crimes, il était largement entendu qu'il ne serait probablement jamais libéré, et Joseph a déclaré par l'intermédiaire de son avocat qu'il a accepté la sentence et ne ferait pas appel. Alors il serait envoyé à l'abbaye de Garston pour commencer à purger sa peine. C'était un ancien monastère devenu prison. Il y a donc eu juste un soupir collectif de soulagement en Autriche que ce monstre serait enfin enfermé pour toujours. Et à l'extérieur du palais de justice, les foules se rassemblaient chaque jour, et quand la peine à perpétuité était annoncée, les spectateurs et les défenseurs des victimes applaudiraient le résultat. En meseta, Elisabeth Fritzl ne serait pas là pour la lecture du verdict. Mais justice a été rendue en son nom, et après 24 ans de captivité et d'abus cauchemardesques, son père a reçu la peine maximale que la loi autrichienne autoriserait, et l'affaire serait close au sens juridique. Mais le voyage de guérison pour Elisabeth et ses enfants, ce n'était que le début. Donc, immédiatement après leur évasion, Elisabeth Fritzl et ses enfants seraient envoyés dans une clinique psychiatrique pour les soins intensifs. Kirsten resterait à l'hôpital pendant un certain temps, mais s'est finalement réveillée de son coma et a commencé à retrouver sa mère et ses frères et sœurs plus tard en 2008, et les médecins rapporteraient que miraculeusement, Elisabeth et ses enfants étaient en fait plutôt bons. État de santé physique, considérant leur situation souterraine. Cependant,
Ils ont tous souffert d'un traumatisme psychologique et des problèmes de santé liés à leurs années en captivité. Les enfants de la cave spécifiquement avaient la peau très pâle et avaient beaucoup de difficultés à s'adapter à la lumière du soleil. Et ils ont aussi dû s'adapter aux espaces ouverts, après avoir vécu dans de tels espaces confinés toute leur vie. Et pendant ces premiers mois, la famille a été maintenue dans un isolement complet et thérapeutes et des experts médicaux travailleraient avec chaque membre de la famille pour commencer le long processus de réhabilitation. Et heureusement, les autorités autrichiennes ont été extrêmement protectrices de leur vie privée et a continué à être. Et de nouvelles identités ont été offertes à Elisabeth et à ses enfants, et même sa mère Rosemary. Mais il a été très clair qu'ils pouvaient faire ce choix par eux-mêmes. Et on leur a aussi offert une chance de repartir à neuf, quelque part loin d'Amsterdam, et Elisabeth et Rosemary initialement sont restés ensemble pour soutenir les enfants. Mais la relation de Rosemary avec Elisabeth était tendue compte tenu des décennies de tromperie, parce que Rosemary n'avait vraiment pas su. Mais la culpabilité a juste pesé sur elle, et finalement elle se séparait du groupe, et Elisabeth a décidé de construire une nouvelle vie avec ses enfants. Et en 2009, Elisabeth, ses enfants et Rosemary ont déménagé dans un nouveau emplacement non divulgué dans la campagne autrichienne, connu uniquement sous le nom de code Village X. Et cet emplacement reste heureusement confidentiel à ce jour. Et la communauté vient de comprendre que les Fritzl avaient enduré et ont assez souffert, et qu'ils méritaient la paix. Si quelqu'un méritait la paix, c'était ces gens. Alors que la famille s'est installée dans sa nouvelle maison, des messages de soutien viennent d'affluer du monde entier. Et Elisabeth a été profondément émue par la gentillesse du public. Et en juin 2008, quelques semaines après leur sauvetage, Elisabeth et ses enfants ont créé une affiche faite à la main avec des dessins colorés et des arcs-en-ciel, qui a été brièvement affichée pour remercier tout le monde pour leur compassion, en disant que nous, toute la famille, je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier tous pour la sympathie à notre sort. Votre compassion nous aide grandement pour surmonter ces moments difficiles, et ce message sincère était l'une des très rares communications. Une famille faite au public, mais ça a juste montré malgré tout, ils ont ressenti de la gratitude et de l'espoir. Grâce au soutien des autres, et au fil des ans, les enfants d'Elisabeth avaient suivi une thérapie approfondie pour traiter les traumatismes et juste pour s'adapter à la vie normale et les différences entre les enfants à l'étage et les enfants en bas, a présenté des défis uniques parce que les trois qui ont grandi au-dessus du sol, qui étaient Lisa Monica et Alexander, je devais juste faire face à la culpabilité, avoir vécu une vie relativement normale, pendant que leurs frères et sœurs et leur mère vivaient sous terre. Et le psychologue a dit que ces enfants avaient une grave culpabilité du survivant, et juste une confusion générale quant à la raison pour laquelle ils étaient les élus, Engros, en attendant. Les trois caves ont élevé des enfants, qui a été maudit dans Stéphane et Félix. J'ai dû tout apprendre à partir de zéro, tout comme ce qu'est le ciel, et comment marcher dans les espaces ouverts, et comment interagir avec d'autres êtres humains. Et au début, les frères et sœurs du rez-de-chaussée ont eu du mal à créer des liens avec les autres, en raison de leur expérience de vie, et comment elles étaient si différentes, mais en fonction des mises à jour occasionnelles de leurs proches, les enfants se sont lentement intégrés ensemble. Mais naturellement, la thérapie est quelque chose qui est en cours pour eux, et probablement pour de nombreuses années à venir, et Elisabeth Fritzl est sortie de cette cave à l'âge de 42 ans, avec pratiquement aucune expérience de la vie adulte dans le monde réel. Pourtant,
sa détermination à mener une vie normale, après les horreurs commises contre elle et ses enfants, démontrer qu'elle est étonnamment forte et qu'elle est une femme incroyablement résiliente. Et heureusement, après avoir reçu des soins médicaux appropriés et des années de thérapie, l'état d'Élisabeth s'est amélioré et il a été rapporté plus tard que ses cheveux ont progressivement repris de la couleur. Parce qu'après des années et des années passées dans cette cave, ses cheveux étaient en fait devenus cendrés et gris. Elle a commencé à s'habiller plus normalement et a commencé à expérimenter avec des vêtements colorés. Et il est également noté qu'Élisabeth a même appris à conduire une voiture et va maintenant faire du shopping en ville, profiter des plaisirs simples que toute personne ordinaire tiendrait pour acquis. Et de nombreux rapports suggèrent qu'Élisabeth est vivre avec un partenaire qui prend soin d'elle très, très profondément, et les enfants tellement, c'est juste un développement réconfortant. Après les horreurs qu'ils ont endurées, et je suis si heureux qu'Élisabeth ait une chance d'avoir un véritable amour et juste une vie normale en attendant, Joseph Fritzl est en prison depuis 12 000 nous. Et les années n'ont pas été gentilles avec lui. Il ne mérite aucune gentillesse. Et quelques années après sa peine de prison, il a changé son nom en Mirov et s'est spéculé juste pour éviter les conflits avec d'autres détenus. Et maintenant, dans ses 90 ans, ou ne mourra pas. Fritzl est incarcéré dans une prison ordinaire, même s'il a fallu pas mal de temps pour l'y amener. Et selon son avocat et quelques nouveaux rapports, il souffre maintenant de démence et sa santé physique est fragile. Wamp wamp, Joseph Fritzl reste derrière les barreaux. Et son avocat réclame dans des moments plus lucides, Joseph est tenté par les cauchemars de ses crimes et qu'il regrette profondément ses actes. D'accord, mais le psychiatre qui l'a évalué, qui est le docteur Heidi Katzner, croit que Fritzl minimise toujours et blanchir ses actes même à l'âge de la démence. Donc, tu sais toujours un putain de monstre géant de merde. Mais selon toute vraisemblance, Joseph mourra en prison et personne ne pleura. Son bon débarras en attendant, Élisabeth vit libre avec ses enfants et elle mérite tout ce qui est merveilleux dans la vie. Et elle veut juste vivre sa vie en paix dans l'anonymat, élever sa famille et ne plus jamais être dans l'ombre du nom de son père. Ce qu'elle ne sera pas, parce que cette vidéo est pour les enfants d'Élisabeth et Élisabeth, et c'est la vidéo. Si vous avez d'autres vidéos dans lesquelles vous voulez que je plonge en profondeur, faites-moi savoir en dessous de celui-ci était beaucoup, mais je pense que c'est un cas incroyablement important. Je sais que beaucoup d'entre vous ont suggéré celui-ci. Mais c'est beaucoup. Alors j'espère. Tu prends une petite pause. Sortilager, Zortes. Allez vous promener. Va penser à tout. Tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Et n'oubliez pas d'être en sécurité là, très bien, et d'ici là, je verrai ton beau visage. Ok? Tu vas dire au revoir à Rupert. Nous dirons au revoir à Rupert. Viens ici, bébé, dis au revoir à tout le monde. Dis au revoir. Dis au revoir. Oh merci. Haha, au revoir.